Bonjour chez vous, nous arrivons à la vidéo bilan de cette année 2018, 3 mois après, et il est temps de vous faire part de mon top film, de mon flop film, de mon top jeu vidéo, de mon top série et de mon top drama. C'est parti les enfants! Avant de commencer, j'aimerais faire un préambule sur la culture. Je fais partie des gens qui pensent de façon très générale, mais assez vindicative, que la culture est le remède essentiel aux maux de l'humanité. Elle se traduit sous toutes les formes, elle transcende les guerres, elle instruit, elle passionne, elle émeut, elle revendique, elle ridiculise, elle fait rêver, elle nous apprend, nous informe, nous maintient, nous unit, nous divise, bref, la culture dans toute sa splendeur. Deux citations qui me parlent: le culturel conserve, la culture cultive de Bernard Lubin, et celle d'André Malraux: la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Axons-nous sur ce qui nous réunit ici, sur cette chaîne, c'est-à-dire la pop culture, qui se scinde d'ailleurs très distinctement par la littérature de genre et par le cinéma sous toutes ses formes. C'est intéressant de voir et de constater au fil du temps et des années la manière dont l'Assemblée collective porte un regard sur les films ou les livres. Souvent, dans mes critiques ou mes avis clairs sur Facebook, je mets l'accent sur la façon, la manière de voir ou de lire une œuvre. Évidemment, toutes les œuvres ne peuvent pas être intellectualisées. On est d'accord que Commando Ninja, gros nanar réalisé par Benjamin Combe, ne joue pas dans la même cour qu'il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Deux genres différents, deux films qui s'opposent, mais qu'on peut apprécier à leur juste valeur en faisant bien la distinction de la différence de leur catégorie. Comme vous le savez peut-être, je suis un défenseur du cinéma et de la littérature de genre, et bien avant moi, des journaux comme Starfix, Mad Movies, Impact, HK Vidéo et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, ont défendu eux aussi des films qui auraient mérité d'avoir des millions d'entrées en France. Et force est de constater que nous sommes dans une génération remplie de personnes qui ne savent pas analyser, décrypter un film ou un livre. Face aux millions de personnes qui se ruent pour avoir les comédies ou des films de super-héros sans âme, sans saveur et parfois tenant des propos clairement racistes, homophobes, sexistes, eh bien quelque part nous avons perdu. Je le dis très clairement, le cinéma de genre ne fait pas le poids et les recettes qui marchent perdureront. Autrement dit, ceux qui filent du fric, merci Captain Obvious, n'est pas prêt de s'arrêter, et si on se met à la place d'un studio, tout paraît logique. Donc pour résumer, regarder un film de façon linéaire sans comprendre le message principal ou d'autres secondaires en filigrane me paraît complètement dingue et désolant. Et ce que je dis n'a rien à voir avec de l'élitisme, hein, c'est juste jouer à l'idiot et par la force des choses manquer de culture. On ne regarde pas la liste de Schindler comme un film d'action, on en retire des faits, de l'enseignement historique, de la mémoire, on apprend de nos erreurs et des erreurs des autres. On ne regarde pas de manière linéaire un film comme Rambo, c'est pas juste un mec avec une grosse mitraillette qui va flinguer toute une ville, c'est une critique sur la guerre du Vietnam, sur un homme délaissé par son gouvernement. On ne regarde pas de façon linéaire aussi Les Dents de la Mer, ce n'est pas juste un requin monstrueux qui tue, mais une critique sur la société de consommation par le prisme du tourisme. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours des cons qui diront que regarder un film violent rend violent ou autre connerie du genre. Si la personne fan d'un film violent a commis dans sa vie un acte violent, c'est juste parce qu'il est violent de base, le film n'y est pour rien, idem pour les séries et les jeux vidéo. Regarder des films ou lire des livres ne font pas de nous des personnes intelligentes. J'écarte les différentes interprétations qu'on peut avoir sur une œuvre et m'axe plutôt sur cette fameuse linéarité qu'il faut à mon sens déconstruire. Sur un excellent groupe littéraire, j'ai lu des commentaires quand même hallucinants sur le fait que lire un livre c'était juste de la lecture, point barre. Au même titre qu'un film, un livre n'est pas juste un livre. Il rassemble une accumulation d'idées, de thématiques, voire politiques, par la vision de l'auteur ou de l'autrice. Dans 50 nuances degrés, par exemple, si les gens n'arrivent pas à voir le sexisme, le rabaissement de la femme sous toutes ses formes, c'est qu'ils sont cons. Et je ne vois pas d'autres mots, mais ne vous inquiétez pas, si vous vous trouvez dans cette catégorie, il n'est jamais trop tard pour changer.
À la 20e place, 13 novembre, Fluctuat nec Mirgitur, réalisé par Gédéon et Jules Naudet. Un documentaire en hommage aux victimes des attentats de Paris. C'est tout simplement bouleversant et c'est quasi impossible de ne pas verser des larmes devant tous ces témoignages. Un documentaire qui informe, qui émeut, un documentaire indispensable pour se souvenir des atrocités du passé et qui devrait être projeté, selon moi, dans toutes les écoles. À la 19e place, Sicario, la guerre des cartels, réalisé par Stefano Sollima, quand le réalisateur de Suburra et de Gomorrah reprend les rênes d'un film que j'avais trouvé plutôt moyen, je sais, je suis le seul, ça donne un résultat très satisfaisant au niveau de l'action, même si le background des personnages n'est pas totalement étoffé et qu'il y possède quelques facilités scénaristiques, il reste à mes yeux beaucoup plus crépusculaire que le film de Denis Villeneuve. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Call of Duty en live action, tout en espérant qu'il ne devienne pas un yes man et qu'il impose véritablement son empreinte. À la 18e place, nous retrouvons Le Rituel de David Bruckner, un petit film d'horreur et d'épouvante que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui m'a fait pas mal d'effets. Et vous savez, c'est le genre de film au pitch assez simpliste, mais qui peut parler un peu à tout le monde. Le synopsis, vite fait, après la terrible mort de leur ami, c'est un groupe de potes qui décident de se réunir pour faire une excursion, mais vont complètement se perdre en forêt. De plus, ils pensent que quelque chose d'étrange les poursuit. En fait, c'est un film qu'on pourrait résumer en 5 minutes, mais vous l'avez bien compris, l'intérêt n'est pas là. Tout réside dans la psyché des personnages et les scènes de terreur qui vont s'accumuler jusqu'à un final surprenant. Une excellente série B que je voulais mettre en avant. À la 17e place, Searching d'Anesh Chaganty. L'année 2018 aura été assez faible si on regarde bien en termes de sortie de thriller et pour moi, un seul se démarque, non pas pour son twist final ahurissant, mais par cette mise en scène, cette mise en forme originale, un concept tout à fait novateur puisque le film est filmé par des écrans d'ordinateur et de téléphone interposés. Bon, c'est un concept qui est déjà utilisé, mais quand on y injecte vraiment le talent du réalisateur, le résultat est véritablement bluffant, autant donc dans la mise en forme que dans le fond, captivant, drôle, émouvant, haletant, porté par un John Cho surprenant et investi. Tout ça, vous y attend si vous ne l'avez pas vu, foncez. À la 16e place, Game Night, une comédie policière réalisée par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Vous savez, il y a des comédies qui font sourire, d'autres qui vous font décrocher de rares rires et d'autres comme celui-ci qui m'a fait hurler de rire. Je me suis littéralement pissé dessus tellement que j'en pouvais plus et je souhaite de tout cœur que cela fonctionne sur vous. Ce film mêle habilement le burlesque et l'absurdité et en ces temps obscurs, éclater de rire pendant 2 heures est un véritable bonheur. À la 15e place, Les Indestructibles 2, réalisé par le génial Brad Bird, rythmé, efficace dans sa mise en scène, humour bien dosé, film d'animation maîtrisé de A à Z, avec des séquences d'anthologie absolument terribles. C'est un des meilleurs films de super-héros de cette année, tout simplement. À la 14e place, Hostile, le western crépusculaire réalisé par Scott Cooper. C'est le petit cousin éloigné de Danse avec les loups, je dirais, en plus brutal, plus frontal, plus violent, assurément moins épique, mais ils se rejoignent pour une cause universelle qui touche la compréhension de l'autre. Hostile est un western flamboyant, il est par-dessus tout un vibrant hommage aux Amérindiens. Le Grand Ouest filmé de manière aussi classique, saupoudré de mélancolie, fonctionnera toujours sur moi et que Satan bénisse Christian Bale. À la 13e place, Les Garçons Sauvages, réalisé par Bertrand Mandico. Voilà le renouveau du cinéma français, les enfants. Ce film est une vision artistique unique, mélangeant un somptueux noir et blanc aux éclatantes images que peuvent nous offrir le Technicolor. Il est dans sa construction scénaristique punk, rock, fou, osé. Il défie la censure, se fout de la bien-pensance et nous propose un film féministe comme on n'en a jamais vu, indispensable.
À la 12e place, Les Veuves de Steve McQueen. S'il y a bien quelque chose que je retiendrai de l'année 2018, c'est tout simplement la présentation d'œuvres profondément féministes. Ici, le mélange du film de braquage, du film politique, du film dramatique, enrobé par l'œil averti d'un réalisateur qui n'oublie pas de nous divertir avec ce casting 10 étoiles. Les Veuves est une perle rare que je souhaiterais voir plus souvent au cinéma. À la 11e place, Utu, réalisé par Geoff Murphy. Alors c'est un vieux film néo-zélandais des années 80, restauré pour l'occasion, dans une version absolument magnifique. Cette grosse production va vous faire découvrir sous un angle nouveau le pays de Peter Jackson, rare et intense dans son traitement narratif, proche du documentaire dans sa façon de voir. Le film est une réflexion intelligente sur le colonialisme. À la 10e place, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Alors, pour une fois, je vais me mettre du côté du grand public et je pense, comme lui, que c'est un excellent film et qu'il est terriblement sous-estimé, notamment par les critiques qui ont fait le choix de le descendre avec des arguments que parfois je ne comprends pas, et surtout ceux qui se revendiquent fans de Queen et qui crient haut et fort la mort de Brian May, suivez mon regard. Donc je comprends qu'on puisse par contre être frustré par le projet avorté de Sacha Baron Cohen, qui aurait sans doute livré une version plus sombre du groupe et du chanteur, mais l'angle de vue du réalisateur Bryan Singer et de Brian May correspondent à mon avis à l'image que je me fais de Queen depuis X temps, c'est-à-dire du pop rock inclassable, et à cette image le genre feel good me semble la manière la plus cool d'aborder cette biographie. J'essaye de me mettre à la place de Brian May et je pense qu'étant son ami, il n'avait pas du tout l'intention d'écorner l'image de Freddie Mercury en montrant des scènes violentes dues à la prise de drogue, de scènes de sexe dépravées lors de ses fiestas mémorables. Et en partant de ce postulat, il n'empêche que tous les sujets abordés frontalement ou même très souvent en filigrane touchent au cœur. La relation platonique entre Freddie Mercury et Mary Austin, qui est à mon sens le nerf central du récit, la singularité de son être par rapport aux autres membres du groupe, sa solitude, sa créativité, son génie, ses vices, ses remises en question, ses performances et son dernier amour avec Jim Hutton, tout cela sous l'extraordinaire performance de Rami Malek, les yeux charmeurs et mélodramatiques de Lucy Boynton, la réalisation et le montage hypnotique de Singer, et puis la musique et ce final épique font que Bohemian Rhapsody fait partie, selon moi, des 10 meilleurs films de l'année 2018, point barre. À la 9e place, Phantom Thread, réalisé par Paul Thomas Anderson. Un film d'amour d'une froideur rare mais exceptionnelle qui retrace une certaine époque à travers le prisme de la créativité, de regards qui s'opposent et qui se rejoignent sur le thème de l'égoïsme, porté par un Daniel Day-Lewis au sommet de son art et de Vicky Krieps au regard magnétique. Rajoutez à cela une OST terriblement mélancolique et romantique, Phantom Thread est assurément indispensable. À la 8e place, Aquaman de James Wan. Alors oui, le scénario et les dialogues du film ne sont pas oufissimes, mais la réalisation, l'univers, les costumes, les combats et les batailles sont tellement épiques que je me suis littéralement régalé. Ce film est terriblement jouissif. Moi qui voulais voir depuis longtemps un véritable live action de Saint Seiya, j'ai été servi et je sais maintenant que c'est possible. Et rien que la scène du bateau est un pur moment d'horreur rare et intense comme on adorerait voir beaucoup plus souvent sur grand écran. Et je dirais qu'il manque à James Wan ce que possède Peter Jackson, Fran Walsh. Une Fran Walsh. À la 7e place, Roma d'Alfonso Cuarón. Pour moi, il a fait son Kubrick. Plus précisément, Alfonso Cuarón a fait son Barry Lyndon. Si l'histoire et l'époque, bien entendu, diffèrent sur le plan de la réalisation, de la maîtrise de la photographie, du soin de chaque plan, de la chorégraphie, des figurants, du déplacement des acteurs et des actrices, Roma est un film composé de tableaux vivants,
Essayez, choisissez une scène au hasard, mettez sur pause et vous vous retrouverez face à un tableau historique. Et au-delà de cette performance, il y a le portrait de deux femmes évidemment, surtout celui de Cléo, formidable en tout point. Jamais le courage n'aura été aussi bien filmé sous la Révolution, les balles, la violence des hommes et sous la musique du silence ou bien des vagues, absolument prodigieux. À la 6e place, Hérédité d'Ari Aster. Quand la superposition de l'horreur et du réel se confronte, cela donne lieu à des moments de pure paranoïa et pour le coup des séquences violentes et horrifiques magnifiquement mises en scène. Rajoutez à cela un twist final, je dirais le plus surprenant de 2018 selon moi. Sous la musique entêtante de Colin Stetson, Hérédité est poétique, vibrant et glaçant. Foncez. À la 5e place, Spider-Man Into the Spider-Verse, réalisé par 3 hommes, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman. C'est dingue car ce film, je crois que personne ne l'attendait. Et il est arrivé comme une fusée sur la toile et a en même pas 2 semaines récolté les meilleures notes et critiques américaines. Et le résultat, c'est que le film est dingue visuellement. Et quand je dis dingue, c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça à l'écran. Et une sorte de mélange entre du pop art psychédélique et du cel shading, le truc qui te pète bien la rétine tellement que c'est beau, et surtout que je l'ai vu en 3D car il donne véritablement l'impression d'être constamment dans un comics, et de plus le scénario est bon et offre un hommage éclatant aux tisseurs depuis les films de Sam Raimi. Seul petit bémol, je dirais que ça manque un peu de romance, sinon tout est parfait, ce film sera apprécié par toute la famille. Foncez. À la 4e place, The Night Comes for Us de Timo Tjahjanto. Je cite textuellement le synopsis du film. Après avoir épargné la vie d'une jeune femme lors d'un massacre, un assassin d'élite de la triade se retrouve la cible de gangsters meurtriers. Voilà, sur ce scénario complètement con et quasi inexistant, va se développer une avalanche de scènes, mais tellement mythique en matière de combat et de gore non-stop qu'il devient, à mes yeux, instantanément culte. Ce film est fou et pousse le curseur en matière d'action encore plus loin. Alors oui, il emprunte à ses aînés, lapsus scientifique moelle, mais le fait avec un plaisir tellement décomplexé qu'on ne peut être que réjoui en tant que fan de la duologie des The Raid, Dark Ball de John Woo et des meilleurs action movies des années 80. C'est sur Netflix, foncez. À la 3e place, Battleship Island de Ryo Seung-won, déjà auteur des excellents City of Violence, Quiet Fist et The Agent, que je vous encourage de vivement voir. Ce film brasse 3 genres avec brio, le film de guerre, le film d'espionnage et le film d'évasion. La première chose qui frappe quand on regarde le film, c'est la production. Il y a de l'argent à l'écran et ça se ressent à fond dans la reconstitution historique, les décors intérieurs, les costumes, les armes, les milliers de figurants, et rajouter à cela une histoire prenante et chorale, puisque c'est le destin de plusieurs personnages qui vont s'entrecroiser, des scènes qui accumulent l'attention, du suspense, qui suscitent parfois le rire, souvent des larmes, jusqu'au final absolument grandiose du très grand cinéma qui évoque la grande évasion à la sauce coréenne, absolument magistral, un must. À la 2e place, Ready Player One de Steven Spielberg. Si vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale Ready Player One, où je chronique le livre, le film, je vous y invite car je pense que elle est un peu originale cette vidéo. Et dans quelques années, Ready Player One sera vu comme un documentaire et j'en suis persuadé. Et je persiste et signe que la VR et que les robots avec une intelligence artificielle formeront le monde de demain. Alors du point de vue scénaristique, il est précurseur et Ernest Cline est pour moi le nouveau Asimov. Et du point de vue cinématographique, Spielberg défonce tout avec 2 scènes, rien qu'avec 2 scènes, qui s'inscriront comme les meilleures scènes de l'histoire du cinéma. La course-poursuite, absolument démente, et celle de Shining, qui pourrait redéfinir le cinéma entièrement, ainsi que le jeu vidéo. Quand je vous dis que ces deux-là, il n'y a qu'un pas. À la 1re place, Suspiria de Luca Guadagnino.
c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Je sais, vous allez gueuler, mais c'est bien plus qu'un remake. C'est plus, selon moi, une relecture complexe du film d'Argento. Le réal a tout compris. Il a volontairement tout déconstruit jusqu'au boutisme. L'œuvre originelle, de la photographie plus réaliste, plus terne, plus triste, au scénario plus riche, plus complexe, à la violence plus psychologique, aux métaphores ultra bien pensées. Le réalisateur réinvente d'une certaine manière le cinéma d'horreur à travers des scènes tétanisantes, la scène de la danse, et puis, vous savez, ces regards qui fixent droit l'objectif, les ballets macabres sur la musique obsessionnelle de Tom York, et convoque en permanence la réflexion du spectateur. À travers le prisme de la vie et du temps qui passe, il questionne sur l'évolution de l'âme humaine, la confrontation des deux sexes, de la politique, de la guerre, Suspiria et tout cela à la fois, mais en filigrane, car le véritable sujet du film, c'est le mélange de la descente aux enfers comme on ne l'a jamais vécu, et un film féministe qui demande, comme notre protagoniste, d'éclore pour obtenir la libération totale. Fascinant, étrange, complexe, violent et remarquablement intelligent dans son traitement narratif, il implique au spectateur de véritablement s'impliquer et après tout d'avoir sa propre interprétation à l'image de cette poire qui forme un cœur mais qui est fissurée par l'arête d'un mur. Un mot sur Dakota Johnson. Oublie sa piètre performance dans 50 nuances degrés, ici elle joue parfaitement la subtilité et sait se montrer imposante et véritablement vénéneuse quand il le faut. Donc tout est possible à Hollywood, on peut être un loser et devenir du jour au lendemain une véritable star avec du talent, c'est son cas. À la 10e place, Saltan à l'hôtel El Royal. Drew Goddard essaye de faire du Tarantino, mais tout s'imbrique mal dans ce film. Une réalisation mollassonne qui manque de personnalité. Un montage fait avec les pieds, une bande de son qui m'a fait saigner des oreilles et le ridicule de certains personnages. Complètement raté. À la 9e place, Tomb Raider de War Urtog. Bien que j'adore Alexandra Vikander, je ne la trouve pas vraiment crédible en Lara Croft. Pas pour les scènes d'action où elle se débrouille plutôt bien, mais pour la personnalité qu'elle dégage. Dans ce film, elle joue mal, je trouve, et dans sa globalité, cette adaptation est mauvaise, foireuse, la faute à une réalisation plate et à un scénario absent. À la 8e place, Sans un bruit de John Krasinski. C'est plus, je dirais, une déception qu'un très mauvais film. L'idée de départ est géniale, mais plus on avance dans le film, plus la pelote de laine du scénario s'embourbe dans de l'incohérence et elle tue l'immersion. Au final, tout est du déjà vu et mal fait. À la 7e place, Ghostland de Pascal Laugier. Alors avant même qu'il sorte, je voulais aimer ce film. Mais le film est racoleur à tous les niveaux. Réalisation bancale, montage trop rapide, scène horrifique ratée, le coup des poupées, la torture psychologique est tellement mal maîtrisée que tout devient risible, voire pire, ultra agaçant. Crazy Rich Asians de John M. Chu, au-delà du fait que le film se repose sur un concept complètement con, il accumule des clichés sur les Asiatiques, ne fait pas rire et manque d'originalité. De plus, la comédie romantique est à gerber tellement que c'est con et niais. Voilà, c'est ma synthèse du film. À la 5e place, Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval. Il faut arrêter la catastrophe des adaptations. Je doute pas que le réalisateur soit un fan, mais quand on n'a pas de talent, et c'est ça le problème, c'est qu'on essaye de s'abstenir entre Spirou et Fantasio, Boule et Bill et j'en passe, produits par des producteurs qui n'en ont strictement rien à foutre, il n'y a pas d'autre mot, de la qualité du film et des réalisateurs qui n'en sont pas et qui ne respectent pas le matériau original. Il faut que quelqu'un dise stop et ce quelqu'un, c'est vous, les spectateurs, arrêtez d'aller voir ce genre de film. À la 4e place, Cam de Daniel Goldhabe, que vous pouvez voir sur Netflix. Premier film raté sur tous les points, interprétation, réalisation, montage, scénario bidon, facepalm pour toutes les scènes. Dans la catégorie voyeuriste, je vous conseille plutôt deux pures merveilles, Body Double de Brian De Palma et Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Très réac quand même, très réac aussi.
À la troisième place, The Predator de Shane Black. Ce film est une vaste blague. Des chiens prédateurs avec des dreadlocks, mais vous êtes sérieux les gars? Enfin, rendez-moi Arnold Schwarzenegger et John McTiernan. Merci. À la deuxième place, Climax de Gaspard Noé. Je vois déjà vos yeux écarquillés en marmonnant un gros what the fuck et quel con, mais non, pour moi ce film est nul sur pas mal de plans et je reconnais une bande son assez cool, une introduction assez immersive, mais au-delà de ces 10 premières minutes, le scénario est terriblement creux, des dialogues dignes d'un sketch de Kev Adams et les enjeux dramatiques navrants et déjà vus. Alors vous me direz, oui, mais c'est une expérience pour te bousculer et te provoquer le malaise, blabla. Bon, j'avoue que je déteste le cinéma expérimental où la violence est gratuite et surtout sans fond. Mais amis cinéphiles, souvenez-vous de Georges Lautner, Marcel Carné, Jean Cocteau, Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville, Julien Devivier, Jacques Tourneur, des véritables réalisateurs de genre qui, eux, savaient raconter des histoires. Poubelle, Climax. Et à la première place, le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, tout simplement le plus mauvais de ses films, déception totale sur tous les plans, surtout quand tu adores le réalisateur de La Route de Madison et d'Impitoyable, bref, la mule me confirmera peut-être sa mort artistique ou pas. Avant de commencer mon top drama, je voulais vous dire quelle représentation, quelle vision j'avais avant de les découvrir. Une sorte de telenovela asiatique, mais en plus niais, destinée uniquement pour les vieux pépés et mamies. Et je dois dire que je me suis gouré, mais alors d'une force monumentale. J'ai découvert les dramas en surfant, comme un joyeux surfeur qui aime surfer, sur le net, et je suis tombé sur elle. Une youtubeuse française qui ne parle que de drama. Sa chaîne YouTube s'intitule Sam et les dramas et je la trouve formidable car c'est grâce à elle que j'ai mis le pied à l'étrier et je ne peux plus m'arrêter tellement il y a des perles dans tous les genres. Vous pouvez retrouver une centaine de dramas sur l'excellente plateforme de streaming Netflix. Alors je le dis publiquement, Sam, merci de tout cœur, Popo. Pour aimer les dramas, il faut comprendre ses codes et son univers, et pour ça, ils ont presque tous des points en commun, et si on les accepte, c'est un régal absolu, et ça peut même devenir une source terriblement drôle. 1. Dans tous les dramas, il y a toujours un mec torse-poil qui prend une douche. 2. Dans presque tous les dramas, on y trouve un carré amoureux, c'est au-delà du triangle. 3. Il y aura toujours une scène où la meuf va trébucher ou tomber et sera indubitablement sauvée par un mec qui va la rattraper. 4. Il y aura toujours une scène de dispute ou de conflit où le gars attrape le poignet de la nana, genre je suis viril, écoute ce que j'ai à te dire. 5. Dans tous les dramas, il bouffe constamment, non mais c'est un truc de ouf. Toutes les 5 minutes, ils sont en train de grailler des choses tellement bonnes que regarder des dramas est une véritable épreuve pour mincir. Regarder des dramas, ça donne hyper faim. 6. Dans les dramas, les protagonistes se prêtent au KLM leur carte bleue sans donner leur code. Alors là, il faut que quelqu'un m'explique. 7. Dans tous les dramas, non seulement ils bouffent comme des oufs, mais ils boivent comme des oufs en shot ou avec de la bière, toujours le même alcool là. Et les Coréens ne connaissent pas le pastis ou le rhum, c'est certain. 8. Dans presque tous les dramas, ils s'habillent bizarrement, ils mettent des cols roulés avec par-dessus des chemises et une très longue veste, jamais à leur taille. 9. Il y a toujours un riche et un pauvre dans l'histoire. 10. Ils ont toujours des lunettes aussi, mais pas constamment. 11. Il y a des autocollants pour cacher les marques smartphone, ordinateur. 12. Dans les scènes romantiques, il y a toujours un parapluie jaune. Et il neige souvent aussi, car la neige c'est romantique. Au-delà de tous ces clichés, les dramas sont extrêmement bien réalisés et ultra bien écrits et toujours merveilleusement interprétés. Pour ce que j'ai pu voir, voici mon top. À la 4e place, nous retrouvons un drama historique qui se passe dans l'ère Joséon. My Sassy Girl, si le titre vous dit quelque chose, c'est tout simplement l'adaptation du film, mais qui prend place dans le Moyen-Âge, Made in Korea. C'est un drama qui vacille entre la comédie romantique et la thématique du complot d'État. Une merveille sur tous les plans, c'est sur Netflix, foncez.
À la troisième place se retrouve Mon amour venu des étoiles. Alors ne vous fiez pas à ce titre complètement niais, c'est un drama absolument génial qui mêle habilement deux genres, la comédie romantique et le fantastique. Point fort, les effets spéciaux sont terribles, la romance fonctionne à mort, tête de mort, et c'est terriblement drôle et émouvant. À la deuxième place, Mr. Sunshine avec l'interprète principal d'Ice of the Devil, Lee Byung-hun. Alors là, comment dire, on est vraiment dans le haut du panier techniquement parlant, et pour s'en convaincre, regardez juste les 5 premières minutes sur Netflix ou bien le trailer. La mise en scène tue, la gestion des plans déboîte et coiffe au poteau beaucoup de séries, on va dire de grandes productions. C'est bien simple, c'est du cinéma. Alors non seulement techniquement c'est irréprochable, mais l'histoire défonce de A à Z dans le genre historique, espionnage, mélodramatique, saupoudré de romantisme, mais jamais mielleux. Ce drama est d'une intensité émotionnelle toujours juste et qui frappe, comme dirait une autrice belge, en plein cœur. Vous n'allez pas vous en remettre, foncez. Et celui qui est en tête du classement, She Was Pretty, est un drama qui m'a fait hurler de rire, m'a profondément ému. C'est un chef-d'œuvre d'écriture et d'interprétation. Je vous en dis pas plus pour bien alimenter votre curiosité. Foncez, c'est toujours sur Netflix. Je vais juste vous dire 2 mots à chaque fois, car il se peut que je fasse un jour une véritable analyse. C'est parti. L'amie prodigieuse, 2 héroïnes magnifiques, un croisement entre du Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, et du Giuseppe Tornatore, Cinéma Paradisio, un must. C'est français, ça s'appelle Last Man. Graphiquement, c'est à tomber tellement que c'est inventif, c'est drôle, fantastique et bien violent. Numéro 6, The Good Place, c'est de la comédie pure, le synopsis est absolument génial et hilarant, c'est une avalanche de punchlines qui tape juste et virement de situation formidable à chaque fois, extrêmement bien maîtrisé. Numéro 5, The Deuce, avec son casting de stars américaines 5 étoiles, James Franco, Maggie Gyllenhaal. Entre autres, la série exploite de façon géniale l'essor et les travers de l'industrie pornographique dans les années 70s. Numéro 4, Westworld saison 2 est un condensé d'idées absolument folles et inventives. Ça part tellement loin dans le mindfuck qu'on se demande comment les scénaristes vont retomber sur leurs pattes, mais pour l'instant c'est vraiment terrible. Cela reste une série fascinante à suivre. Numéro 3, The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, saison 2 est une tuerie au niveau de l'écriture. Le roman de Margaret Atwood devient encore plus culte, plus essentiel et sonne dans l'actualité quelque chose de grave et de profond. Un livre, une série à faire voir, à institutionnaliser dans toutes les écoles d'urgence et surtout à comprendre. Numéro 2, l'équation parfaite entre le mindfuck et le déjanté saupoudré d'ultra-violence, un de mes comics et séries préférées. Un jour je vous ferai une vidéo spéciale dessus, The Preacher. Et numéro 1, que Satan bénisse Mike Flanagan. Pour tout savoir de ce que je pense de cette série, vous avez ma vidéo dédiée, chef-d'œuvre absolu. À la 5e place, Shadow of the Tomb Raider. Si c'est pas le meilleur de la saga auquel j'ai pu jouer et qui comporte des défauts au niveau de l'écriture du genre, que l'histoire n'est pas transcendante, il offre tout de même des phases de jeu hallucinantes, notamment dans la descente des tombeaux ancestraux, rappelant à la fois la puissance visuelle et violente de The Descent et Apocalypto. Autre grand point positif, le gameplay, qu'il soit en termes de combat ou dans la gestion des énigmes, ce jeu est un véritable régal.
À la 4e place, le jeu de la frustration, Red Dead Redemption 2. Alors oui, ce jeu possède toutes les qualités du monde en termes de graphisme, qui te pète bien la strate rétinienne tellement que c'est beau, un scénario bien écrit et malin, des personnages charismatiques et hauts en couleur, de l'exploration comme on n'a jamais vu, des mini-jeux, des quêtes complètement dingues, mais le jeu a aussi des défauts et des majeurs selon moi. Par exemple, le gameplay est merdique et pour en avoir parlé autour de moi, la question est partagée. Pour quelles raisons il faut maintenir le joystick en avant et appuyer sur le bouton carré en même temps. Les scènes d'infiltration par exemple sont toujours foirées à cause d'un gameplay mauvais et une IA pas toujours futée. Je vous donne un exemple. Je me retrouve presque en plein désert, seul avec mon cheval, je décide de le nettoyer, mais comme les touches sont chiantes, je le frappe sans faire exprès. Tout d'un coup, surgit un mec en plein désert, venu de nulle part, qui me dénonce pour maltraitance sur les animaux. What the fuck? Autre truc qui m'a fait criser. Je m'enfonce dans une forêt et je découvre une cabane. J'entends des voix, je m'approche et là une conversation s'enclenche entre un père et un fils. Le père est en train de battre son fils et lui dit de filer dans sa chambre. Là, je me suis dit cool, je vais faire le bien, je vais mater le père pour qu'il comprenne à quel point c'est un connard. Je rentre et à peine le temps de dire ouf, je vois un vieux black qui s'empare de son fusil et par réflexe, je tue le mec. De là surgit son fils avec une arme criant désespérément « Tu as tué mon père !» Avec un réflexe aussi con que mes pieds, je le tue aussi. Je ressors de la maison en ayant tué une famille de blacks alors que c'était pas du tout ça que je voulais. Et impossible de recommencer. Super culpabilisant. Bref, un grand jeu, mais avec quand même des défauts grands comme ça. À la 3e place, God of War. Sacrée performance et bravo concepteur Cory Barlog d'avoir fait le jeu en un seul grand plan séquence. Moi qui suis un cinéphile, forcément le truc m'a touché et d'autant plus que l'immersion est folle. Alors je retiendrai le combat comme tout le monde avec le dieu viking qui s'inscrira je pense comme l'un des plus beaux combats de l'histoire du jeu vidéo. Et techniquement sidérant et jouissif dans la violence. Autre qualité, la relation entre Kratos et son fils parfois émouvante et souvent drôle. Bref, un très très grand jeu, il n'y a pas grand chose à redire dessus. À la 2e place, Detroit Become Human. Tout ce que fait le studio Quantic Dream, j'adore. Alors forcément, leur façon de concevoir et d'aborder leurs jeux sont tellement proches du cinéma que je ne peux qu'adhérer. À la manière de Telltale Games, ils ont l'art de nous mettre dans des situations délicates et forcent le joueur à se servir de sa matière grise sous un temps imparti. Je suis honnête avec vous, même si j'ai adoré, je lui reconnais pas mal de défauts, comme une certaine rigidité toujours présente dans le gameplay et quelques pans de scénario assez faciles. En gros, je l'ai trouvé assez court et pas assez long et poussé, surtout quand on aborde la thématique de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même un très très grand jeu. Et à la première place, Astro Bot. Si vous avez vu ma vidéo sur Ready Player One, vous savez à quel point je suis un fou de VR et ce que je pense de son avenir. Et ce jeu Astro Bot qui est arrivé sans que personne ne l'attende est juste selon moi une fucking tuerie. Et en plus, c'est encore un studio français. Encore une fois, il faut le vivre pour le croire, mais dès qu'on revêt le masque VR, on se retrouve plongé dans un monde à la Mario, entre les nuages, des séquences sous l'eau, à tomber par terre, des cratères, des mondes fantasmagoriques comme des souterrains illuminés par des champignons luminescents. Ce jeu vous rend dingue tant il rend hommage à ses aînés qu'en termes d'inventivité. Le gameplay est exemplaire, les graphismes ne sont pas toujours top, ça aliase plutôt pas mal, même mais en attendant d'avoir un masque qui supporte le 1080p, voire le 4K, rêvons un peu, le 720p s'en sort assez bien. Pour moi, Astro Bot est un jeu culte et un des meilleurs jeux de la plateforme. Grosse tuerie. Meilleur jeu de l'année 2018 pour moi. À la 3e place, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Pour avoir mon avis complet sur le livre, une vidéo spéciale lui est dédiée. C'est un mélange subtil et surprenant entre la pop culture, le féminisme et d'autres thématiques en filigrane qui font de ce livre une étonnante réussite.
À la deuxième place, Possession de Paul Tremblay, un livre horrifique avec un traitement original sur le thème de l'exorcisme, du voyeurisme à travers la télé-réalité. Dit comme ça, on pourrait fuir, mais au contraire, tout est maîtrisé, la gestion de l'horreur, toujours présente, de bout en bout, par le biais d'une écriture incisive et qui tape là où ça fait mal, et les influences forcément cinématographiques, encensées, jamais parodiées. Très très grande surprise. Et à la première place, The Terror de Dan Simmons. Comme je vous prépare une grande vidéo dessus, je ne dirai rien d'autre que c'est un énorme chef-d'œuvre, un must qu'on doit avoir lu et rangé dans sa bibliothèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonjour chez vous. Are you people?